Et donc, là, je vais essayer de vous parler de sciences et sport, parce qu'il y a certaines personnes qui se demandent que viendrait faire la science dans le sport. Hein. Ok, donc on va s'inspirer des JO de Paris 2024, et donc je vais essayer d'axer beaucoup ma présentation sur le comité olympique, comme vous allez voir un peu plus tard. Donc autour du sportif, certains ne le savent peut-être pas encore, c'est qu'il y a plusieurs sciences qui tournent autour du sportif. On a par exemple en haut à gauche la préparation physique, avec plusieurs disciplines scientifiques qui supportent la préparation physique. Un peu plus bas, en bas, la physiologie de l'exercice. Je suis moi-même et avec Olivier, nous sommes physiologistes de l'exercice. La biomécanique, c'est plus de la physique appliquée au corps humain. Nous avons la médecine du sport, avec tout ce qui est curatif, mais aussi préventif. Les physiothérapeutes, c'est ça, et autres sous-spécialités, comme les podologues qui s'occupent des pieds des sportifs, c'est une science aussi qui est là. Il y a bien sûr la nutrition sportive, parce que c'est important. Quand on fait de l'exercice physique, nous dépensons de l'énergie, et l'énergie, il faut quand même faire le plein d'énergie, et il y a différents moyens de faire le plein d'énergie. La psychologie du sport qui est extrêmement importante, parce que, à mon humble opinion, on ne peut pas être sportif de haut niveau si on n'est pas très très fort dans sa tête. Et il y a aussi maintenant le leadership sportif, c'est plus ou moins un directeur sportif qui ferait le ciment de toutes ces sciences et de tous ces champs autour de l'athlète. Alors, science. Quand on parle de science, on parle de base de données scientifiques. PubMed, c'est le moteur de recherche principal que l'on utilise, nous les chercheurs, pour chercher l'information et pour alimenter nos recherches scientifiques. Malheureusement, il est en anglais, donc j'ai fait quelques traductions. C'est une base de données américaine et on utilise des mots-clés anglais. Donc moi, j'ai entré le mot-clé IOC, Consensus, pour les consensus scientifiques du Comité olympique international. Et comme vous pourrez le voir, il y a le chiffre 63, il y a 63 revues de la littérature, donc des articles très solides qui font le consensus de certains champs. Consensus sur la nutrition, vous allez le voir, etc. Donc là, je vais vous présenter quelques consensus du comité olympique autour de l'athlète. On commence par la nutrition, ça c'était déjà en 2003. Donc en 2003, le premier consensus du comité olympique était autour de la nutrition. Donc vous voyez la place importante de la nutrition. Après est venu le contrôle médical annuel ou pluriannuel, donc faire une évaluation précise de la santé de l'athlète. Parce qu'avant de faire pratiquer un sport de haut niveau, il faut s'assurer que l'athlète soit en bonne santé. Ça, c'est quelques années plus tard, c'était en 2009. En 2012, arrive le consensus du comité olympique sur l'entraînement en chaleur ou en altitude. Donc, il commence à y avoir les sciences de l'entraînement qui sont reprises dans des consensus internationaux. Après, la place de l'enfant. Vous savez que, par exemple, en gymnastique, les enfants commencent à faire du sport de haut niveau très tôt, avec des risques de certaines pathologies liées à l'enfant et notamment plus à l'adolescent. Donc, il y a eu un consensus là-dessus aussi. J'ai fait une sélection d'un certain nombre de consensus. Il y a le consensus sur entraînement, charge d'entraînement et risque de blessure. Est-ce que plus on charge, plus on a de risques de se blesser? En effet, oui. Mais il y a aussi des problèmes méthodologiques qui se cachent derrière cela. Et le dernier que j'ai pour cette diapositive, c'est le consensus le plus récent de 2019, si je me rappelle, oui. C'est le consensus sur la santé mentale des athlètes. De plus en plus, maintenant, on s'intéresse à la santé mentale des athlètes, au burn-out, à la dépression, etc. Les athlètes ne sont plus considérés seulement comme une machine effectrice, mais aussi l'athlète peut être en dépression, l'athlète pourrait utiliser des produits dopants, etc. Et ça, l'athlète de haut niveau a besoin d'un support psychologique et éventuellement de l'intervention de psychiatres. Alors moi-même, j'ai eu la chance de participer au consensus 2020. Nous nous sommes réunis, tous ces 27 auteurs, c'est des spécialistes de la discipline. À Lausanne en 2019, et nous avons écrit notre consensus en 2020. Donc avec mon directeur à Aspetar, professeur Rothbard, qui est au milieu, un des plus grands là, et moi complètement sur la gauche, nous étions les leaders de ce consensus. Nous avons fait un travail énorme avant le consensus, 3 jours de travail,
et après un travail, après le consensus jusqu'à peu près février 2020 où nous avons soumis le consensus. Alors je ne vous dirai pas que c'est parce que nous avons soumis le consensus que le Covid est arrivé, mais c'était simultané. Et donc c'est un clin d'œil au Covid qui est venu nous titiller et qui nous a forcé à travailler sur d'autres choses intéressantes. Dans ce consensus, il y a un article qui a été publié dans The British Journal of Sports Medicine. Nous parlons de processus, nous parlons de définition, et nous parlons aussi de façon avec laquelle nous souhaiterions que les chercheurs, de façon standardisée, illustrent les résultats de leurs études. En haut à droite, vous voyez la matrice de risque entre, sur l'axe X, l'axe des abscisses, la fréquence des blessures, et sur l'axe des ordonnées Y, la sévérité en nombre de jours perdus. Je reviens sur un travail. Donc, nous nous sommes écoutés nous-mêmes et nous avons la chance à Aspetar d'être sur un programme de partenariat entre Aspetar et l'AFC. L'AFC, c'est comme la FIFA en Europe, c'est la Confédération asiatique de football. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être le leader de ce programme de surveillance des blessures en Champions League. Et nous avons publié ça sur nos 3 premières années dans, à nouveau, The British Journal of Sports Medicine. Et vous voyez ici, sur l'axe des abscisses, c'est l'incidence des blessures, c'est la fréquence. Et sur l'axe des ordonnées, c'est le time loss, le temps d'indisponibilité des athlètes. Et on voit, par exemple, sur la gauche, au niveau des blessures aiguës, que la cuisse est le lieu où il y a un gros problème avec une grande fréquence, mais un temps perdu pas très important. Par contre, le genou a moins de fréquence de blessure, mais beaucoup plus de temps perdu. Et bien sûr, on le sait parce qu'au niveau du genou, il y a entre autres la blessure du ligament croisé antérieur qui coûte 6 à 9 mois aux athlètes et des fois leur carrière carrément. Donc ça, c'est une illustration que autour d'un sportif de haut niveau, il y a plusieurs sciences et que le comité olympique s'est attelé à écrire plusieurs consensus. Et j'ai eu la chance de faire partie du consensus sur la méthodologie des surveillances des blessures et des maladies chez les athlètes. Donc, vous connaissez tous la devise du comité olympique, plus vite, plus haut, plus fort, et ensemble. Ça a été ajouté récemment, ensemble. Moi, j'aimerais titiller un peu l'idée en disant pourquoi pas aussi plus intelligent. Alors ici, j'ai pris l'exemple d'Olivier Galli, mon ami, parce que je sais qu'il a beaucoup couru dans sa vie. Et c'est pour montrer que cette courbe, cette hyperbole, c'est l'hyperbole qui caractérise une personne. Donc disons que c'est Olivier. Olivier, sur la relation vitesse-temps, il est capable de courir selon cette hyperbole. C'est-à-dire qu'en gros, totalement à gauche, en haut, s'il court très vite, il ne pourra pas courir très vite très longtemps. Après, s'il court de façon à une vitesse moyenne, il courra plus longtemps. Et plus on descend sur l'hyperbole, et plus il descend sa vitesse, plus il pourra courir longtemps. Donc c'est logique. Mais cette relation n'est pas linéaire, elle est hyperbolique. D'accord ? Alors ça caractérise un athlète. Maintenant, il y a la relation vitesse-temps qui est constante et arithmétiquement fixe. J'ai pris ici 2 exemples. L'hyperbole du 800 mètres et l'hyperbole du 5000 mètres. Vous avez tous fait de l'arithmétique en classe, ce n'est pas de la science infuse. Si on court à 10 mètres secondes sur un 5000 mètres, ben on fera notre 5000 mètres en 500 secondes. C'est de l'arithmétique simple. Mais maintenant, je vous invite à croiser les relations des distances avec les relations de notre ami Olivier. Donc Olivier, c'est à nouveau l'hyperbole. Et donc Olivier, aujourd'hui, aura cette performance sur un 800 mètres et cette autre performance sur un 5000 mètres. Comment Olivier pourrait améliorer sa performance? Et c'est en décollant son hyperbole vers la droite, en s'entraînant. S'il se désentraîne pendant 2-3 mois, ben son hyperbole va se déplacer vers la gauche et il aura de moins bonnes performances. Donc ça, c'est pour illustrer comment l'arithmétique pourrait expliquer certaines performances. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus intelligent, comme on l'a insinué tout à l'heure. Donc, une piste d'athlétisme, c'est parce qu'il y a des sports simples. Le football, le rugby, c'est des sports compliqués en ce qui concerne la performance. Les sports simples, c'est distance-temps. En général, si je cours plus vite que vous, j'arriverai avant vous. Oui ou non? Donc, on va essayer d'analyser ça. On a une piste d'athlétisme qui est composée de lignes droites et de courbes. Et au niveau des virages, si je cours à 25 cm à l'extérieur de cette courbe, eh ben, grâce à de l'arithmétique simple avec les 2 pi,
j'aurais couru 1,57 m de plus par tour. Et donc, en bas, on voit que si je fais un 800 mètres à 25 cm de la corde, j'aurais fait 3,14 m de plus. J'aurais pas fait 800 mètres, j'aurais fait 803 mètres. Et si sur un 5000 mètres où il y a 12 tours et demi, j'aurais fait 5019 mètres. Donc déjà, il y a un problème de distance. Il faut faire attention quand on court, de ne pas courir trop loin de la corde. Mais remarquez que la corde, dans la photo en bas à gauche, la corde souvent c'est un tube aluminium et si on met le pied dessus, on risque une grosse entorse et on risque de se faire éliminer. Donc il s'agit de courir le plus près de la corde et chaque déplacement nous coûte de la distance. Et on se rappelle de la courbe et là on risque de perdre de la performance. Et donc là, on reprend notre Olivier Galli qui, au lieu de courir un 800 mètres ou un 5000 mètres, va courir un peu plus long, parce qu'il aura dépassé quelqu'un dans la courbe, parce qu'il aura couru à l'extérieur, un peu éloigné de la corde. Et donc, automatiquement, les distances ne sont plus 800 et 5000 mètres, c'est des distances petit b, petit c, petit b et petit d. Automatiquement, vous transposez sur les axes x et y, sa performance va diminuer en vitesse, et il y aura une vitesse moindre et un temps de performance plus long. Et on finit par la dernière diapo qui montre comment c'est possible de gagner les Jeux Olympiques en courant moins vite. Alors ici, c'est la dernière diapositive, c'est les Jeux de Sydney 2000. Et sur la gauche, on a l'Allemand Schumann, et sur la droite, l'Éthiopien Wold, qui dans les deux cas, vous le verrez, ont couru moins vite que les seconds. Schumann a couru 802 mètres, waouh! Donc en calcul, moi en moyenne, il a couru à 16 cm de la corde. Vous imaginez, courir à 16 cm de la corde à 27 km/h. Il faut vraiment être très très fort, parce que courir droit, c'est pas facile. Et avec un tube en aluminium, où on risque de poser le pied et de se casser la jambe à tout moment. Et sur le 5000 mètres, 5022 mètres pour le vainqueur de la médaille d'or, 5028 mètres pour l'Algérien Saïdi Saïf. Donc en courant plus vite, mais en faisant 6 mètres supplémentaires, il a perdu la médaille d'or. Donc ça, c'est pour vous montrer de façon simple comment utiliser l'arithmétique. Et il n'y a pas que l'arithmétique, je vous avais parlé au début de physiologie, de biomécanique, etc. Donc science et sport, oui, ça se marie ensemble. Et oui, les entraîneurs et les athlètes utilisent la science pour améliorer leur performance. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.